On va passer à la session suivante, sans transition. Je vais donc passer la parole au directeur des Affaires maritimes, Monsieur Jean-Luc Vasselin. Bonjour à toutes et à tous. On vient de voir sur le précédent échange que c'est un sujet intéressant, pour rester neutre sur le commentaire. Et on va continuer sur un sujet qui concerne le même domaine, qu'on a intitulé, quand la diapo va arriver, donc les actions de préservation de la mer sur notre territoire. Ça aurait pu faire l'objet d'assises particulières, de peut-être une journée sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, 2 jours, je vais pas faire de classement de ce qui est pratiqué et des expériences polynésiennes à Tahiti, la même chose pour la Réunion, la même chose pour notre collègue de Mayotte. Donc on a fait le choix d'avoir une présentation didactique, centrée sur l'aspect institutionnel de ce que fait l'État et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie sur ces aspects, sans oublier évidemment les autres acteurs, les autres partenaires. Ce sont les provinces qui ont la compétence en matière environnementale et dont le rôle est absolument prépondérant. Les maires dans le cadre de leurs actions locales et quotidiennes, et bien entendu, pour reprendre un peu reprendre la sémantique qui a été exprimée par Stéphane précédemment, sur l'aspect coutumier et ce lien aussi que je suis mal placé pour le qualifier, mais dont j'ai le sentiment qu'il est vraiment charnel aussi en Nouvelle-Calédonie sur les impératifs de protection du milieu. Ça, c'est les aspects sociétaux, culturels, mais je n'oublierai pas, je vois déjà son regard vif. Il ne va pas parler des associations, évidemment. Le rôle des multiples associations locales, je crois que c'est le même cas dans tous les territoires que je viens d'évoquer, qui sont particulièrement actives, proactives. Il y en a même qui les qualifient peut-être des fois de trop actives, mais comme disait Francis Vallat, tout ce qui peut participer au débat et ce qui fait avancer la connaissance et confronter les points de vue participe à la connaissance, à l'expérience qui nous permet d'apprendre des démarches qui sont positives, productives, et celles qui sont moins. Donc évidemment, les actions locales qui sont menées aussi et très fortement par les associations. Alors on a peut-être retrouvé les présentations. Donc je disais des présentations très didactiques avec Denis Camelin, qui est le commandant de la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, qui va vous présenter son action. Nicolas Chomard pour le COS, et Manuel Ducrot qui va nous présenter les actions qui sont menées à l'intérieur, au titre du parc et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour ces actions-là. Alors vous voyez, ou vous allez voir, 2 personnes en uniforme qui sont des personnes État, Manuel qui travaille pour le gouvernement, et vous vous rendrez compte, j'anticipe un peu sur la conclusion, que toutes ces institutions travaillent ensemble dans le même but, dans le cadre de compétences qui sont partagées, croisées, on peut les qualifier de différents ordres, et dont la direction des affaires maritimes est aussi, dans le cadre de sa constitution, qui est ce qu'on appelle localement une direction mixte, qui donc travaille pour le gouvernement et pour l'État, dont le rôle est de faciliter ces convergences et la réalisation de ces différents objectifs. Denis ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le capitaine de vaisseau Denis Camelin.
J'ai deux fonctions. J'interviens ici en tant que commandant de la zone maritime et à ce titre, je suis le conseiller, l'assistant du haut-commissaire pour tout ce qui touche à l'action de l'État en mer. Et dans ma deuxième casquette, je suis également donc l'adjoint du général commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Et donc tout cela, c'est l'organisation française qui permet d'avoir plusieurs casquettes, et ça a quand même une grande utilité. Ça permet de faire le lien entre les responsabilités du haut-commissaire et puis également l'emploi des moyens, parce que comme on va le voir tout à l'heure, l'emploi des moyens hauturiers, les moyens pour intervenir en haute mer, eh bien, sont quasiment exclusivement ceux des forces armées. D'où l'intérêt de ma position. Oui, alors je vais continuer, je vais reprendre un peu ce qui a été dit hier par monsieur le haut-commissaire quand il parlait de sa zone de responsabilité. Donc sa zone de responsabilité en tant que délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, effectivement c'est immense, c'est 24 millions de kilomètres carrés. Cette zone maritime, c'est là où il exerce ses fonctions de délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Ça ne veut pas dire que toute cette zone qui représente 24 millions de kilomètres carrés, c'est là où il peut exercer des pouvoirs de police administrative, de police et autres. Mais dans l'organisation française, toutes les mers du monde sont attribuées à la responsabilité soit d'un préfet maritime, soit d'un délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer, afin que s'il se passe quelque chose en mer et où des intérêts français sont concernés, on sache tout de suite qui est l'autorité qui est en charge et qui pourra prendre les premières mesures et organiser ce qu'il y a à faire. Et ensuite, bien évidemment, de façon plus réduite, on va avoir la zone économique exclusive qui, en Nouvelle-Calédonie, est de l'ordre de 1,6 million de kilomètres carrés, où là, il y a effectivement des pouvoirs particuliers. Ah, très bien. Voilà, donc vous voyez ça sur cette carte. Donc en jaune, la ligne de la zone maritime de la Nouvelle-Calédonie, et puis en vert, la ZE de Nouvelle-Calédonie, et puis en orange, dans le coin en haut à droite, la ZE de Wallis et Futuna. Je profite de mon intervention pour vous rappeler à tous, il y a quand même un sujet actuellement, c'est cette volonté de territorialiser l'espace maritime. Il faut bien distinguer dans les responsabilités et les droits et devoirs des uns et des autres, la mer territoriale où l'action des États s'exerce entièrement et ils ont quasiment tout pouvoir pour agir. Ensuite, la zone économique exclusive qui, elle, est une zone limitée à l'exploitation économique de la zone. Et on n'a pas tout pouvoir. Et par exemple, les bâtiments de guerre de n'importe quelle nation peuvent se promener sans aucune restriction dans toutes les ZEE du monde entier. Ce qui n'est pas le cas dans les mers territoriales. Et donc, la position de la France, c'est bien évidemment de préserver cette capacité, cette liberté dans les espaces communs que sont les espaces maritimes, et donc l'application pleine et entière de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, c'est toute la Convention et rien que la Convention. Et bien évidemment, d'autres instruments juridiques internationaux pourraient être développés. On a actuellement donc la convention BBNJ qui va qui va réglementer davantage l'action des uns et des autres en haute mer. Mais la position de la France, c'est bien de respecter le droit international, et quitte à le développer pour le faire évoluer, pour préciser certaines choses. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention à cette volonté de territorialiser des zones maritimes, comme le fait par exemple la Chine en mer de Chine méridionale, où elle est en train d'essayer de s'attribuer des prérogatives liées à la mer territoriale dans toute la mer de Chine méridionale, ce à quoi la France est bien évidemment opposée. Donc bien avoir en tête, quand on parle de
de droit sur des zones maritimes ces distinctions entre la mer intérieure, la mer territoriale, la zone économique exclusive et la haute mer. Maintenant, un petit point sur le partage des responsabilités entre l'État et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a eu donc, des transferts de compétences, comme vous le savez, avec des compétences qui sont maintenues entièrement à la main de l'État pour tout ce qui touche à la souveraineté et à la protection des intérêts nationaux, la sûreté maritime, toute la lutte contre les activités illicites, que ce soit par exemple le trafic de drogue ou autre, le pouvoir de police, et puis également les autorisations pour la recherche scientifique marine. Et également des compétences partagées avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour ce qui est du sauvetage des personnes et des biens, mais ça, le directeur du COS, Nicolas Chomard, vous expliquera ça en détail. Et puis également donc, un point sur la sécurité maritime pour le déminage, qui est une compétence partagée. Et puis, donc, dans ce qui a été complètement transféré à la Nouvelle-Calédonie, toutes les questions liées à la signalisation et la sécurité des navires, la gestion des espaces protégés, et là encore avec des responsabilités qui relèvent également en partie des provinces, le contrôle sanitaire, la gestion du patrimoine, et puis tout ce qui est question de police douanière fiscale et économique en mer. Et donc, sur la carte qui est ici, vous voyez ces différences de couleurs qui vous montrent les différents niveaux de responsabilité avec les provinces qui ont des responsabilités, donc c'est toutes les parties en orange et jaune clair, en matière de protection de l'environnement en particulier, des zones qui sont sous la juridiction directe du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, donc qui sont en fait les récifs en haute mer, et puis ensuite vous avez la ZEE. Donc ça fait une grande différence, grande répartition des compétences. Et dans ce petit coin ici, ça c'est la zone extra-plaque qui donne des droits en matière justement de fonds marins, mais de fonds marins uniquement, qui est relié à la ZEE. Là, un petit point maintenant sur une des préoccupations majeures et un intérêt majeur pour la zone, c'est tout ce qui touche à la pêche, aux activités de pêche. Donc, vous voyez ici tout autour le report en fait des AIS, des bâtiments de pêche qui travaillent autour de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une activité de pêche qui est extrêmement importante, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, comme il n'y a, si je ne me trompe pas, que 16 bâtiments de pêche hauturiers, disons que la pression sur la ressource halieutique est très très faible, et à la différence de nos voisins, qui, pour beaucoup d'entre eux, vendent des licences de pêche. Donc vous avez des flottes de pêche de différentes nationalités qui sillonnent toutes les ZEE extérieures. Et puis également important ici, vous avez une zone de haute mer où là, tout le monde peut venir pêcher, même si ça reste soumis à la réglementation définie par la Western Pacific Central WCPFC. Voilà. Donc, ce qui est très, très important, si on veut bien surveiller une zone, et comme l'avait dit l'amiral Vendier, l'ancien chef d'état-major de la marine, tout ce qui n'est pas surveillé est pillé, et tout ce qui est pillé finit par être contesté. Donc il y a une importance, une très grande importance pour bien surveiller nos zones, mais pour bien surveiller nos zones, encore faut-il bien les connaître. Il faut bien connaître toutes les activités qui s'y passent pour
pour pouvoir détecter les changements d'attitude des uns et des autres, les changements de comportement qui vont nous permettre de réagir. Donc bien évidemment, dans toutes ces questions, on va avoir le suivi des activités de pêche, qui est quand même l'un des sujets majeurs, mais ce n'est pas le seul. On va avoir également le suivi de toutes les activités qui peuvent être liées, par exemple, aux infrastructures sous-marines, aux câbles sous-marins. Quels sont les câbles sous-marins qui passent dans notre zone? Qui y fait quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités autour de ces câbles sous-marins qui ont une importance stratégique? Donc tout ça, il faut avoir une bonne connaissance pour pouvoir repérer cela. Bien évidemment aussi toutes les questions liées au trafic illicite, et je pense en particulier au trafic de drogue, même si la Nouvelle-Calédonie n'est pas heureusement n'est pas une zone de trafic importante. C'est un sujet dans tout le Pacifique Sud, et donc il faut s'y intéresser, savoir ce qui s'y passe et pouvoir réagir en conséquence. Donc pour bien assurer la surveillance de la zone, ce n'est pas qu'une question qui va être traitée par les forces armées ou les acteurs qui relèvent de l'État, mais c'est bien une démarche collective pour bien connaître ce qui se passe dans notre zone économique exclusive et dans notre environnement marin. Et donc ça passe bien évidemment par une analyse des informations pour pouvoir établir quels sont les rythmes habituels, quels sont les cycles d'activité qu'on peut rencontrer dans notre zone. Et alors c'est en particulier vrai, je reviens sur l'exemple de la pêche, parce que vous avez des migrations de la ressource tonnière qui, suivant les saisons, va changer de zone, et donc vous allez avoir les bâtiments de pêche, les flottilles de pêche qui vont suivre la ressource pour pêcher. Donc c'est important de bien savoir comment toute cette activité, par exemple de pêche, est organisée pour pouvoir la suivre et pour pouvoir détecter des changements de comportement qui pourraient nous conduire à agir. Donc cette analyse de l'information se fait bien évidemment avec les forces armées en Nouvelle-Calédonie qui disposent des moyens hauturiers, mais également différents services, les douanes, le COS de Nouvelle-Calédonie, la gendarmerie, les affaires maritimes. Ça, c'est pour la partie étatique. Et puis également en local, le parc naturel de la mer de Corail, les provinces qui, eux aussi, collectent de l'information. Et ensuite, cette information, et ça, c'est un peu l'envers de la médaille de tout ce qu'on peut collecter comme information, c'est qu'ensuite, il faut être en mesure de la traiter efficacement et d'en retirer des données intéressantes. Donc ça, il y a tout un travail à faire là-dessus, et qui se fait chacun fait ça dans son coin. Et donc moi, mon rôle en tant que commandant de zone maritime, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ça se coordonne, que les échanges d'informations se passent bien entre les différents services. Alors bien évidemment, tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe, et je pense en particulier, ça peut être les douanes ou la gendarmerie. Dès qu'il s'agit d'activités illicites, il faut pas, tout le monde n'a pas besoin d'en connaître, mais il faut quand même s'assurer que les canaux d'échange d'informations sont bien ouverts, que chacun connaisse son voisin, ce qu'il attend, ce qu'il fait, pour qu'on puisse optimiser les moyens. Donc ça, c'est pour la partie française et calédonienne, mais nous ne sommes pas seuls. On ne peut pas agir sans une bonne connaissance de ce qui se passe autour de nous. Et donc ça, on a besoin d'avoir des bons contacts avec différents acteurs internationaux. Donc tout d'abord, on travaille énormément avec la Foreign Fisheries Agencies, qui coordonne en fait toutes les activités de surveillance au profit des États insulaires du Pacifique. Donc cette FFA, qui est financée largement par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, est implantée à Honiara, et c'est elle qui va coordonner différentes activités de surveillance, d'opérations de police des pêches. Et donc nous y sommes associés, et on s'y associe également dans le cadre du Pacific Quad, qui regroupe les forces armées des USA,
Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la France pour optimiser l'emploi de nos moyens sur tout le Pacifique Sud afin de contribuer à la police des pêches et à la connaissance des activités de pêche dans la région. Parce qu'il faut bien partir du principe que plus nos voisins seront en mesure d'assurer leur souveraineté, plus ils seront en mesure de contrôler toutes les activités qui se passent dans leur zone, plus nous serons en sécurité et plus ce sera facile pour nous de surveiller et d'assurer la pleine souveraineté sur les zones dont nous avons la charge. Donc, en fonction de cette analyse de l'information, on va déterminer on va pouvoir orienter nos moyens. Donc ça va être fait. Chaque administration va orienter ses moyens pour ses missions propres. Donc ça se fait via les centres opérationnels, alors soit des forces armées de Nouvelle-Calédonie, pour le service hydrographique qui va déployer ses moyens, le service du parc, la police de l'environnement des provinces qui vont pouvoir orienter leurs moyens en fonction de leurs besoins, mais en ayant une connaissance aussi précise que possible de la situation. Et ça va nous permettre donc de collecter l'information dans la zone et puis ensuite de continuer ce cycle d'établissement de la situation. Donc là, un rapide slide pour vous montrer un peu les moyens des forces armées avec la tyrannie des distances. Donc là, vous voyez un cercle, c'est un jour de mer. Donc pour aller à Wallis, il nous faut 3 jours de mer, ce qui est quand même extrêmement contraignant. Donc nous avons des moyens, nous pouvons faire des choses, mais on est quand même tenu par la tyrannie des distances. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Quand on voit la taille de la zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie, c'est énorme et les moyens sont limités. Maintenant, je vous ai présenté comment on s'organise en temps normal pour surveiller, pour assurer le contrôle de la zone. Maintenant vient le temps de gestion de crise. S'il se passe une crise, comment est-on organisé pour réagir et juguler cette crise maritime? Donc pour ça, il y a un plan Orsec maritime qui est tout récent, qui a été validé à la fois par le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et par le haut-commissaire en novembre 2022. Et donc avec ça, nous avons une organisation qui nous permet de réagir dans différents domaines: pollution maritime, assistance aux navires en difficulté, search and rescue, et également pour toutes les questions liées à la fluidité de la circulation maritime. Donc suivant la gravité de la situation, on va activer différents niveaux de suivi et d'action. Tout d'abord au premier niveau, mais ça donc c'est ce que fait quasiment tous les jours le centre d'opération de sauvetage et de secours, le COS de Nouvelle-Calédonie. C'est la coordination simple des unités engagées. Donc Nicolas Chomard nous expliquera ça en détail. Mais ça, donc, c'est l'activité courante. Donc il y a une crise. Le service en place est en mesure de gérer cela. Il gère à son niveau, il rend compte, mais on n'a pas besoin d'aller tellement plus loin. Ensuite, si le niveau de crise est plus important, on va activer une équipe de gestion de l'intervention qui, elle, va prendre en charge la gestion de l'intervention, la coordination des moyens qui vont être engagés, que ce soit les moyens des forces armées ou autres, ou les moyens civils qui vont être sur zone. Et puis, dernier niveau, l'activation de l'équipe de gestion de crise qui, elle, va être là pour, en cas de crise vraiment importante, définir une stratégie pour la gestion de crise, pour laisser ceux qui sont en charge de l'intervention agir et se consacrer à l'action et la coordination des moyens sur zone, pendant qu'une autre équipe, donc l'équipe de gestion de crise, va, elle, être chargée de proposer une stratégie aux directeurs des opérations de secours, que sont soit le haut-commissaire, soit le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Voilà donc l'organisation en temps de crise, l'organisation Orsec en temps de crise en Nouvelle-Calédonie,
avec donc le haut commissaire qui est le délégué du gouvernement, qui va être responsable des opérations de secours au-delà de la mer territoriale, et le président du gouvernement qui, lui, est responsable des opérations de secours dans la mer territoriale et les eaux intérieures. Et donc, moi, mon rôle en tant que commandant de zone maritime, ça va être de coordonner, coordonner les différents moyens, l'action des différentes administrations, et de conseiller donc le haut commissaire et le président du gouvernement sur la façon d'agir. Et donc pour ça, donc, il y aura bien évidemment le centre d'opération de sauvetage et de secours qui va être l'élément majeur de l'action, et de l'autre côté le commandement, le centre des opérations interarmées, le COIA. Et également, donc ça, ça va être les deux principaux, mais il y en aura bien d'autres. On pourra faire appel également aux moyens civils, et je pense en particulier aux sociétés de remorquage. On peut avoir aussi besoin des moyens du PANC. La DSCGR va être un élément extrêmement important avec leurs moyens, en particulier s'il faut intervenir sur un sinistre en mer à bord d'un navire. On a des dispositifs qui sont prévus, coordonnés entre la DSCGR et la marine pour travailler. Et donc toute cette organisation, sur le papier c'est très bien, mais il faut la faire vivre régulièrement, que tout le monde se connaisse, qu'on puisse se coordonner, et donc pour ça on mène régulièrement des exercices. Et donc, et un volet aussi, je reviens là-dessus, très important de cette gestion de crise, c'est bien évidemment de pouvoir agir, donc de coordonner les différentes unités, les différentes administrations qui sont en charge, mais également pouvoir informer les populations de la situation, pouvoir associer, ici en Nouvelle-Calédonie, les coutumiers, les populations, pour que tout le monde comprenne bien ce que l'on fait, comment on le fait. Et donc, ça sera un des éléments extrêmement importants pour la réussite et pour la conduite des opérations. Et pour finir, donc, je vous montre un exemple qui est arrivé en 2017, le Keytrader. Donc, c'est quelque chose qui était totalement improbable. Un bâtiment qui était tout neuf, parfaitement bien armé par du personnel compétent, et qui s'est mis au sec ici, donc sur le récif du Rang, donc au sud-est de Maré. Tout simplement une erreur humaine phénoménale. Le chef de quart ou le commandant du navire qui n'a pas bien regardé sa carte, il a tracé directement sa route, et ça passait sur un haut fond, il ne l'a pas vu, et donc le Keytrader s'est échoué en juillet 17. Donc dans ce cas-là, vu l'importance et la gravité potentielle de cet accident, le plan Orsec a été déclenché, avec tout de suite, il a fallu dépolluer le navire, l'alléger, donc vider ses soutes, décharger tous les conteneurs. Ensuite, quelques mois plus tard, une grosse tempête l'a brisé en plusieurs morceaux, et il a fallu ensuite découper entièrement ce navire, ramener les différents éléments qui avaient été découpés à Nouméa pour être finis d'être déconstruits. Et donc tout ça a duré jusqu'en 2021 pour démanteler complètement l'épave. Et notre chance dans cette malchance, c'était que ce bâtiment était tout neuf, parfaitement assuré, et donc l'assureur et l'armateur ont joué parfaitement leur rôle, ont été mis en demeure et ont fait ce qu'ils devaient faire pour traiter ce sinistre maritime. Donc là, ça s'est bien terminé. En revanche, si c'était un navire qui était avec un armement déficient, ça aurait été beaucoup plus compliqué et surtout beaucoup plus coûteux.
Donc, ça fait partie des sujets quand on parle de circulation maritime, le suivi du trafic, donc, qui est assuré par le COS. Et donc, dans les mesures que l'on réfléchit justement dans un cadre entre le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les services de l'État, c'est de définir des voies maritimes recommandées pour qu'on marque sur les cartes marines que c'est mieux de passer quand même un peu plus au large de ces récifs pour s'assurer que ce genre d'accident ne se reproduise pas, tout en vérifiant quand même, et ça, il y a tout un travail qui doit être fait justement là-dessus, que l'hydrographie marine est bien faite, que l'on connaît l'activité en particulier des mammifères marins dans la zone, parce que ça ne sert à rien de faire passer, ça serait un peu dommage de demander à tous les bâtiments de passer là où se trouvent toutes les baleines, et donc il y a tout ça à prendre en compte, et ça c'est un travail qui se mène en commun, qui est entre les services de l'État, du gouvernement, tous les gens compétents pour traiter ce genre de situation. Voilà, j'en ai terminé. Merci Denis. Donc on enchaîne avec le COS. Et comme vous l'avez compris, dans ce qu'a présenté Denis, la première action de préservation, c'est d'être capable de gérer les grosses crises qui entraînent des pollutions, mais pas que. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Chomard, je suis administrateur des affaires maritimes et directeur du COS Nouvelle-Calédonie depuis maintenant 3 ans. Au cours de cette présentation, je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais d'abord aborder rapidement l'historique, les missions, notamment celles qui contribuent à la préservation de l'environnement marin, la zone de compétence, les moyens d'alerte, on passera assez vite puisque ce n'est pas l'objet principal du sujet, l'organisation opérationnelle et les autorités opérationnelles. Alors l'historique, le COS Nouvelle-Calédonie a une histoire qui date avant 1971, mais c'est en 1971 que le PC Secours en mer, que certainement certains et certaines d'entre vous ont connu, a été créé par l'arrêté du haut-commissaire et qui donc portait l'organisation du Search and Rescue, de l'organisation du sauvetage en mer en Nouvelle-Calédonie. Donc le PC Secours en mer, premier texte juridique opposable, 1971, qui évolue en octobre 1997 à la conférence de l'Organisation mondiale internationale de Séoul avec la création officielle du MRCC Nouméa, qui est officiellement en charge de la coordination des opérations SAR dans la zone de responsabilité. Le MRCC pour Maritime Rescue Coordination Center, c'est-à-dire que c'est un centre de coordination uniquement pour les opérations maritimes relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Premier logo du MRCC Nouméa. En 2016, il faut bien comprendre juste une chose, c'est que l'EPC Secours en mer et même le MRCC qui est créé en 1997, ce sont des personnels qui sont d'astreinte mais qui se mettent en place, qui se coordonnent uniquement qu'il y a une opération de sauvetage qui débute. Vous avez dans d'autres locaux la veille VHF qui est assurée par les opérateurs de Nouméa Radio et qui sont opérés par l'OPT. Et ils ne sont pas dans la même salle. C'est pour ça qu'en avril 2016, un rapprochement est fait puisque les opérateurs de Nouméa Radio sont intégrés dans la même salle opérationnelle que ceux qui coordonnent les secours. Ce qui semble un peu tomber sous le sens, mais c'est qu'à ce moment-là que c'est fait et que le MRCC devient un centre intégré, un peu à l'image de ce qui existe partout ailleurs dans le monde, avec ceux qui veillent et ceux qui coordonnent. Enfin, fin décembre 2022, le 30 décembre, est pris l'arrêté qui crée officiellement le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie et qui est publié au journal officiel de la République française le 23 janvier 2023. Donc c'est tout récent. Alors me direz-vous, quelle est la différence principale entre le COS et le MRCC Nouméa ? Au-delà de l'appellation sur la VHF, c'est que toutes les missions de surveillance qui étaient effectuées préalablement par le MRCC sont juridiquement opposables, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les missions du COS aujourd'hui, vous avez compris que la mission de SAR, Search and Rescue, de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer,
était une mission juridiquement opposable au MRCC, mais ce n'était pas le cas de toutes les autres missions qu'on va voir. Et donc aujourd'hui, le COS garde cette fonction de MRCC. On ne se fait plus appeler le MRCC Nouméa, sauf avec nos partenaires étrangers comme le JRCC Canberra et le JRCC Wellington, qui nous connaissent par ces appellations, qui ont des acronymes anglais et qu'on garde. Mais pour ici la coordination des opérations de secours, on est le COS et on garde cette fonction de MRCC, de coordination des opérations de recherche en mer. On a aussi le maintien et l'officialisation de la mission d'assistance aux navires, puisque la Maritime Assistance Service, c'est une fonction de mise en relation entre le navire qui a une difficulté, qui a une panne, qui a une avarie, donc le navire qui sollicite une assistance, et la mise en relation avec un assistant, un navire assistant, qui éventuellement, le cas échéant, va contracter un contrat d'assistance avec le dit navire assisté. Nous, le COS, on fait le rôle d'intermédiaire, de mise en relation entre la société éventuellement de remorquage et le navire, ou entre la SNSM par exemple et le voilier qui a une panne. Nous ne sommes pas là pour négocier les contrats d'assistance, on met juste en relation les personnes et on informe les autorités. On suit aussi l'évolution des situations. Un vraquier qui est en panne, on va suivre l'évolution de la situation et en fonction de l'anticipation du risque, on pourra être en mesure, en lien avec le directeur des opérations de secours et en lien avec l'action de l'État en mer, éventuellement de mettre en œuvre une équipe d'évaluation pour s'assurer que le risque est maîtrisé par le bord. Donc ces deux missions, le SAR et le MAS, la coordination des opérations de secours en mer et également l'assistance aux navires, sont quand même les deux missions les plus principales, les plus prioritaires au centre. Dès lors qu'il y a une opération SAR qui débute, elle prend le pas sur tout le reste. On effectue également, et c'est une mission très importante qui est effectuée aujourd'hui par l'opérateur du centre, la mission de surveillance de la navigation maritime, qui est une mission d'abord de gestion et de supervision du trafic maritime. On est en contact permanent avec tous les navires qui arrivent dans les eaux territoriales et qui ont l'intention soit de transiter dans les eaux territoriales, soit de rentrer dans le lagon pour accéder à un port. Et on effectue également le lien entre ces navires et la station de pilotage. Cette mission de surveillance de la navigation, elle intègre cette gestion de supervision du trafic maritime, l'objet étant de maîtriser à un instant T l'ensemble des navires qui circulent dans nos eaux, mais le but aussi de Nouméa Trafic, puisque c'est comme ça qu'en mer, vous le connaissez par son appellation, c'est d'anticiper toute situation à risque. J'y reviendrai après. Autre mission effectuée par le centre, c'est la diffusion des renseignements de sécurité maritime. Ça, tout simplement, c'est la diffusion VHF des bulletins de météo qui sont vocalisés par Météo France. C'est également l'émission des avis aux navigateurs qui concernent toutes les informations nautiques relatives à la sécurité maritime. Donc ça peut être une bouée qui est dégradée, ça peut être un conteneur qui flotte entre deux eaux et qui représente un danger à la navigation. Tous ces genres d'informations-là qui sont diffusées par le centre. Mission également de surveillance des pollutions maritimes. Le COS s'assure de la confirmation et de la qualification de la pollution maritime. Mission effectivement aussi d'appui aux unités qui effectuent une mission de surveillance ou de contrôle des pêches. J'y reviendrai un peu. Et enfin, le COS, plus spécifiquement pour le territoire, concourt également à la réalisation de certaines missions de sécurité civile, notamment dans la gestion de la prévention du risque requin, mais également dans la gestion du risque tsunami. Le rôle du COS, de manière un peu spécifique, je voulais faire juste un petit zoom avec vous sur le rôle du COS dans la préservation de l'environnement marin. Alors, vous connaissez bien le COS, ex-MRCC dans la gestion du SAR, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, mais on connaît un peu moins souvent toutes les autres missions qu'effectue le COS au profit de l'environnement marin. D'abord, j'en parlais tout à l'heure, mais par l'exercice de beaucoup de ces missions, le COS contribue à la préservation du milieu marin, à la fois de la faune, mais aussi également de la flore et des récifs. La mission de surveillance proactive que fait le COS tous les jours de la navigation maritime est assurée par l'opérateur de Nouméa Trafic. C'est sa mission première. Et il contribue à éviter les collisions entre les navires ou les échouements de navires. L'opérateur, c'est aujourd'hui sa mission tous les jours, H24, devant ses pupitres, ses consoles et ses données AIS. Si on a une opération SAR qui débute, effectivement, l'opération SAR devient prioritaire par rapport à cette mission-là, puisqu'il devient l'adjoint au chef de quart. Mais c'est une mission qui, en continu, est effectuée par le centre.
en moyenne, chaque année, on a entre 15 et 20 situations dangereuses qui sont évitées parce qu'on les a identifiées en amont, qu'on a prévenu les navires et qu'on leur a signalé le danger vers lequel ils couraient, et qui permet de rétablir la situation. Ce n'est pas forcément des quay traders qu'on évite à chaque fois, mais ça peut être aussi des routes de collision entre des petits navires qui ne se sont pas vus, qui sont de nuit, qui ont mal éclairé leur feu. Et donc, une série d'interventions, ce n'est pas énorme, c'est 15, 20 par an. Mais malgré tout, ce sera des petites pollutions évitées, même des personnes blessées évitées, puisque nous, notre mission, elle est d'abord effectivement la sauvegarde de la vie humaine en mer, mais c'est aussi la préservation des biens, mais aussi de l'environnement marin. La mission aussi de surveillance des pollutions maritimes, qui est assurée par le centre, permet, alors notre mission, pour être très clair sur ce sujet-là, c'est dès lors qu'on a un signalement de pollution qui arrive au COS, on est chargé d'envoyer un moyen pour s'assurer que la pollution elle est confirmée d'une part, et d'autre part de la qualifier afin de faciliter dans un deuxième temps le calcul des dérives de nappe et la lutte anti-pollution qui est ensuite coordonnée par le centre opérationnel interarmé et non pas par le COS. Pour être très clair aussi, d'un point de vue statistique, on a entre 6 et 7 pollutions reportées au COS par année, donc c'est pas grand-chose du tout. Et 2/3 de ces pollutions sont des pollutions d'origine tellurique qui arrivent dans le port, donc concernent très peu finalement des pollutions maritimes comme on pourrait l'entendre en Méditerranée. Et les pollutions qui sont observées au large, 99% du temps, ce sont des pollutions d'origine organique. Voilà. Donc en fait, il n'y a quasiment pas de sujet ici de pollution volontaire ou non volontaire dans les eaux, en tout cas constaté par le COS. Le COS effectue, alors ça c'est une nouvelle mission qui a été créée par l'arrêté qui porte création du COS depuis quelques mois, mais c'est une mission qui va monter en puissance, je pense, dans les années à venir, en lien avec les différentes collectivités ou administrations qui effectuent du contrôle des pêches. C'est la mission d'appui aux unités qui effectuent une mission de surveillance et de contrôle des pêches, afin de contribuer également à la gestion des ressources, en sachant que effectivement sur le contrôle des pêches aujourd'hui, les contrôles physiques en mer uniquement sur la police des pêches sont assez limités, pour être franc, et c'est quelque chose qui a vocation, à mon avis, à monter en puissance dans les années qui viennent. Enfin, d'un point de vue environnemental, le COS contribue également à la préservation des espèces marines protégées, avec notamment 2 conventions qui ont été signées avec les provinces sud et également la province nord. On reçoit, on analyse et on transmet les signalements des tortues, du gong et mammifères marins qui sont blessés. Et on fait ce travail en lien avec les gardes nature des 2 provinces. Le commandant de zone maritime, on parlait tout à l'heure, la zone de responsabilité SAR, rapidement. Il faut quand même bien se rendre compte que notre zone de responsabilité SAR est énorme, parce qu'elle fait 2,4 millions de kilomètres carrés. C'est la zone en rouge sur la carte, et qui inclut l'archipel du Vanuatu. On a aujourd'hui des accords, des arrangements SAR avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec le Vanuatu, et bientôt peut-être avec les Fidji. Les moyens d'alerte et de communication, très rapidement. Le réseau VHF, qui est aujourd'hui opéré par l'OPT, qui couvre toutes les eaux de la Nouvelle-Calédonie. Le téléphone 16, puisque le COS est un centre d'appel d'urgence avec le raccourci 16. Et les balises de détresse COS par SARSAT, puisqu'aujourd'hui, peu de gens aussi le savent, mais le COS est le SAR Point of Contact, c'est-à-dire le référent SAR pour toutes les balises de détresse des navires qui ont un pavillon calédonien, mais également Wallis et Futuna et également Vanuatu. L'organisation opérationnelle du centre, elle est d'abord basée sur une équipe de CAR, un duo opérationnel qui est présent au COS H24 tous les jours d'année, qui est composé d'un chef de CAR, qui est un officier marinier, donc un personnel des FANC, qui assure une veille, d'abord des alertes SAR, une veille opérationnelle permanente, et qui est assisté pour sa mission par un opérateur de numératrafic, qui d'abord fait la mission de surveillance de la navigation, j'en parlais tout à l'heure, mais dès lors qu'une opération SAR débute, et également l'adjoint au chef de CAR pour la gestion de l'opération SAR, qui devient la priorité numéro 1. Donc, vous avez vu, dans la composition, on a des personnels État, des chefs de CAR, on a des personnels fonctionnaires du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, rattachés à la direction des affaires maritimes, et au-dessus, on a l'officier de permanence et le coordinateur de mission de sauvetage, le cadre, qui prend toutes les décisions opérationnelles sous l'autorité du directeur du COS et sous la responsabilité du directeur des opérations de secours. Et après, il y a le directeur qui lui-même répond au DDoS.
Les autorités opérationnelles et les partenaires du centre. Depuis le transfert donc, des compétences missions de sécurité civile en mer, dans les eaux intérieures, le lagon, et dans les eaux territoriales, l'autorité opérationnelle, c'est-à-dire l'autorité SAR, le directeur des opérations de secours et le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et quand on est dans la zone de responsabilité SAR, mais au-delà des eaux territoriales, c'est le haut-commissaire de la République dans sa fonction de délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Donc le CMS qui prend les décisions opérationnelles agit sous l'autorité opérationnelle du directeur du COS, agissant de concert sous l'autorité du DOS. Le commandant de zone maritime assiste effectivement le HC dans sa fonction de DGEM, ainsi que le président du GOUV pour ces sujets. Je ne reviendrai pas sur l'ORSEC, ça a été évoqué tout à l'heure par le commandant. Et enfin, le COS, ce n'est qu'un centre de coordination. Nous, on a une mission de veille permanente, c'est notre objectif, et de coordination, et d'être professionnels dans le travail qu'on fait, dans la coordination des opérations. Nous n'avons pas de moyens en propre. Nous ne sommes pas les US Coast Guard, et donc on travaille forcément qu'avec des partenaires qui veulent bien nous passer leurs moyens, qu'ils soient nautiques, qu'ils soient aériens, pour participer aux opérations de recherche qui sont dirigées et conduites par le centre. D'un point de vue des moyens nautiques, le premier partenaire, à égalité avec les SNSM, ce sont les moyens sur zone. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous que la veille VHF soit correctement effectuée, puisque c'est d'abord les moyens qui sont les plus près du lien d'intervention qui vont être les plus efficaces. Et donc, ensuite, viennent les moyens dédiés, les Search, Rescue et News, pour nous, les moyens de la SNSM qu'on engage sur les opérations, et tous les autres moyens en opportunité des autres administrations et collectivités qui peuvent intervenir. Au niveau aérien, j'en dis deux mots. Nous avons quelques partenaires également. Au niveau du territoire, on a la DSCGR, avec qui on travaille étroitement sur un certain nombre de sujets, mais également sur l'hélicoptère. Également la section aérienne de gendarmerie, mais aussi et surtout les forces armées en Nouvelle-Calédonie, sans qui un certain nombre d'opérations ne seraient pas possibles, de par les capacités lourdes d'intervention au large, que ce soit Guardian ou que ce soit l'hélicoptère Puma. J'ai fini ma présentation. Merci Nicolas. On n'est pas en avance sur le programme et tout ce qui a été présenté, on n'est pas en avance. Vous avez tenu, mais on a commencé un peu en retard. Merci. Et donc ces moyens-là, ce que je voulais faire apparaître dans ces présentations, c'est que pour préserver l'environnement, donc il faut avoir des moyens de ne pas avoir des situations de crise. Pourquoi ? Parce qu'on a un espace particulier, particulièrement remarquable en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle le parc de la mer de Corail, qui va nous être présenté sous tous ses aspects, sous 10 à 15 minutes, par Manuel Ducrot. Merci beaucoup Jean-Luc, bonjour à tous. Nous n'avons pas d'uniforme, nous avons quand même des tenues. Alors je vais vous présenter effectivement le parc naturel de la mer de Corail sur un temps relativement court et sous tous ses aspects, ou tout du moins sur un maximum. Alors pour avancer, c'est celui-là. Okay. Donc l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie, il est situé au centre de la mer de Corail et il habite l'une des plus grandes biodiversités du monde. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette spécificité. Le premier, c'est la géodiversité. La géodiversité de la Nouvelle-Calédonie qui est unique, qui est basée, je ne vais pas rentrer sur un cours de géologie que je serais incapable de vous adresser, mais qui est basée sur la dislocation du Gondwana, qui a donné naissance au continent Zealandia, qui est un continent principalement immergé, sur lequel repose notre caillou, qui est riche de ses spécificités, de ses particularités et surtout de son endémicité. Rapporté à la surface de l'espace maritime, rapporté à la surface de son espace maritime, la géodiversité des fonds marins de la Nouvelle-Calédonie, elle est exceptionnellement élevée. Alors, on peut dire que la biodiversité exceptionnelle que l'on rencontre dans cet espace est en partie le résultat de cette histoire géologique complexe.
Mais les îles et récifs éloignés du parc naturel de la mer de Corail ont une autre spécificité. Ils sont isolés, ils sont éloignés, ils sont loin de toute route maritime, ils sont épargnés par le tourisme de masse et il n'y a que très peu de présence humaine. Le résultat de la conjonction de toutes ces particularités fait de l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie l'un des espaces les plus préservés au monde, abritant, désolé messieurs les Polynésiens, mais abritant le tiers des récifs coralliens reconnus comme les plus sauvages au monde, la plus forte densité de poissons au kilomètre carré ou à l'hectare, la plus grande diversité de coraux profonds, l'une des plus importantes populations de tortues marines, et le lieu privilégié de nidification de nombreuses colonies d'oiseaux marins, avec pour certaines colonies ou certaines espèces qui sont classées vulnérables, et bien d'autres choses à découvrir, bien évidemment. Dans le même temps, cet espace maritime abrite des activités humaines qui sont importantes. Tout d'abord, la pêche hauturière dont Mario nous a parlé hier après-midi, une pêche au thon qui est durable, qui est opérée dans la ZE de la Nouvelle-Calédonie depuis les années 1980, opérée par une petite flotte locale de 16 palangriers de taille moyenne, exploitée par des équipages locaux exclusivement qui pêchent plus de 2500 tonnes de thon chaque année. Cette industrie locale, elle est entièrement certifiée pour ses pratiques durables. 80% de la production est consommée localement. Et la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie est totalement conforme aux obligations, aux exigences de la WCPFC, c'est-à-dire la Commission des pêches de l'océan Pacifique occidental et central. Et par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie a récemment exprimer sa volonté d'accroître sa collaboration avec les organisations régionales des pêches et plus particulièrement avec l'agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, notamment dans le cadre de négociations qui sont engagées sur la gestion du thon blanc. Alors la pêche n'est pas la seule activité humaine qui se tient dans le parc. Le trafic maritime est extrêmement important. Il est concentré, vous le voyez, sur quelques routes principales. Chaque année, c'est plus de 17 000 jours de mer qui sont enregistrés dans le parc par de multiples navires allant du pétrolier au cargo, aux navires de croisière, aux navires scientifiques, aux navires de plaisance. Pour certains de ces navires, plus de 350 mètres de long. On remarquera que sur l'intégralité de ce trafic maritime, 70% n'est que du trafic de transit, c'est-à-dire que les navires ne touchent pas à la Nouvelle-Calédonie. Et on a coutume de dire que le parc naturel de la mer de Corail est une bretelle de l'autoroute mondiale du trafic maritime. Alors bien évidemment, cet espace qui reste encore méconnu est le lieu privilégié, on parle de hotspot de la recherche scientifique, puisque des activités scientifiques qui sont conduites par différents instituts, qu'ils soient locaux, avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, nationaux et également internationaux. Ils sont autorisés, les campagnes scientifiques, une vingtaine à peu près par an, sont autorisées à la fois par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que par l'État. Ces campagnes, elles sont, vous vous en doutez, indispensables pour accroître les connaissances de cet espace maritime qui est encore largement méconnu. Et enfin, je pense que c'est également important, ça a été mentionné tout à l'heure au précédent atelier, l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et son parc, il est culturellement extrêmement important, notamment pour les peuples autochtones, pour les Kanaks, qui le considèrent à la fois pour le lien historique qu'il a permis d'établir entre les différents peuples de l'Océanie, mais également pour les rituels initiatiques qui s'y conduisent sur certaines îles, et enfin pour le lieu de repos des âmes qui a été identifié et qui est essentiellement situé sur les monts sous-marins. Alors fort de ces éléments, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en a responsabilité puisqu'il est l'autorité en charge des questions environnementales pour l'espace qui est sous sa compétence, a pris la décision en 2014 de créer le parc naturel de la mer de Corail, qui est une des plus grandes des zones marines protégées les plus grandes au monde. Ce parc naturel de la mer de Corail, il couvre l'intégralité de la ZE de la Nouvelle-Calédonie et petite particularité calédonienne, il intègre également les eaux intérieures et territoriales qui bordent les îles et récifs éloignés qui ne sont pas sous les compétences sous la compétence d'une province. On parle des récifs de Chesterfield, de Bellona, d'Entrecasteaux, de Petrie, d'Astrolabe, ainsi que les îles de Matthew, Hunter et Walpole. Alors cette décision politique, elle est traduite par une loi de pays qui a été prise en 2022 pour faire suite à une délibération de 2011.
Et elle est complétée d'un cadre réglementaire qui permet de définir les modalités pratiques pour exercer des activités dans cet espace ou encore pour définir les différentes zones qui sont protégées. Donc, au sein de cet espace, l'intégralité des récifs coralliens font l'objet d'une protection forte, puisqu'ils sont classés en réserve, pour la quasi-totalité d'entre eux, en réserve intégrale, et pour une plus petite partie, la zone verte claire, en réserve naturelle. Et récemment, en accord avec la stratégie nationale pour la biodiversité, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de classer sous haute protection 10% de la surface de l'espace maritime calédonien. C'est toutes les zones que vous pouvez voir en vert foncé ou en vert clair. Donc nous sommes donc en présence d'une aire marine protégée avec différents niveaux de protection d'1,3 million km² qui couvre l'intégralité de l'espace maritime calédonien et où les activités commerciales, professionnelles sont encadrées et sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous l'aurez compris, la Nouvelle-Calédonie s'est fixé un défi extrêmement important dès 2014, qui est celui de protéger l'intégralité de son espace maritime, de permettre la gestion des usages qui sont indispensables pour permettre un développement économique, puisqu'il est nécessaire de se tourner vers la mer, mais également pour assurer la préservation et la conservation de certains écosystèmes qui doivent l'être du fait de leur caractère exceptionnel et en responsabilité à l'égard des générations futures. Alors pour atteindre cet objectif, il est essentiel de pouvoir contrôler, de pouvoir surveiller, de pouvoir contrôler le respect de la réglementation. Un petit point qui est important pour faire suite à l'intervention du commandant de la zone maritime, c'est sous la coordination du haut-commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie que les moyens navals assurent quotidiennement une surveillance de l'espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Chaque jour, les autorités militaires françaises travaillent dur pour protéger notre mer et ses ressources, éventuellement des actions illégales, notamment de prédation sur nos ressources. Nous avons tous en tête la crise des blue boats vietnamiens qui a duré de 2016 à 2017. La Marine nationale a travaillé dur pour mettre fin à ce phénomène. L'étroite collaboration entre la France et l'Australie doit être soulignée puisqu'elle a largement également contribué à l'éradication de ce phénomène. Et malgré ce success story, puisqu'en moins de 2 ans, le phénomène a pris fin, il n'y a plus un seul blue boat qui a mis ses hélices dans le parc, n'est-ce pas, commandant ? Il est difficile de surveiller une ZE d'1,3 million km², caractérisée par des zones qui sont reculées, qui sont éloignées, qui sont éparpillées, et avec des moyens qui sont importants, mais qui seront toujours insuffisants. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis 2018, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a demandé à son service en charge du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche de développer un outil intégré de suivi et de surveillance de la fréquentation de l'espace maritime calédonien. Donc ce projet est cofinancé par l'État dans le cadre des contrats de développement 2017-2022 et il est opéré avec le soutien technique du Bureau de l'action de l'État en mer et du Centre de fusion et d'information maritime. Il repose sur un principe simple. C'est par la connaissance des activités déclarées que l'on peut gérer le plus efficacement possible la fréquentation humaine et pouvoir détecter des activités non déclarées. Donc, comme vous le savez, la technologie AIS, Automatic Identification System, offre des données précises sur le trafic maritime avec une fréquence de rafraîchissement qui est importante. Des applications, vous allez me dire, des applications commerciales existent sur le marché, c'est vrai. Elles sont puissantes, elles sont performantes, mais pour un coût que l'on a estimé aux alentours de 300 000 $ par an, ce qui n'est pas